Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En juin dernier, la France avait gelé son aide budgétaire à la Centrafrique et suspendu sa coopération militaire avec ce pays d'Afrique centrale. La France avait trouvé que la Centrafrique est complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Mais pourquoi la France ne décide pas de quitter la Centrafrique? Quels sont les véritables enjeux de sa présence dans ce pays? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Beaucoup se posent la question pourquoi le cas de la RCA a été pris comme cas typique pour expliquer comment la France peut-elle partir. On le sait déjà, à son âme défendant de l'Afrique. Pour plusieurs raisons. Les premières, vous allez nous les expliquer, Abdul Kadir Angoura. Mais avant, il est important et de bon ton que vous restiez avec nous. Des clarifications doivent être mises, apportées sur l'intérêt de cette émission. On vous a dit que Riposte a été créé dans l'optique, non pas de remplacer votre matinale bien-aimée d'IBS Matin, mais dans l'optique d'apporter un éclairage plus profond et plus scientifique sur des questions et des thématiques d'actualité qui, somme toute, intéressent l'Afrique. Alors, de grâce, ne vous en faites surtout pas quant à la pertinence de cette émission, car c'est loin des sommeils et loin de sa couche que le consultant que nous recevons depuis une semaine déjà travaille d'arrache-pied afin de vous apporter ces différents éclairages. Si vous preniez la peine d'écouter, oui, pas seulement de regarder, mais d'écouter, alors vous y découvriez des choses que peut-être jusqu'ici vous ne saviez pas. Nous ne sommes pas là pour remplacer qui que ce soit, nous sommes là pour continuer le combat. Nous sommes nous aussi impliqués dans cette dans cette lignée, dans cet objectif qui vise à nous débarrasser des chaînes qui nous entravent, nous aussi. Car peut-être sommes-nous jeunes, mais nous ne sommes pas en marge de ce qui se passe. Et il faudrait justement que vous soyez avec nous, que vous accompagniez ce souffle nouveau, car c'est près de vous et à vos côtés que nous voulons combattre ce beau combat. Parlons justement de ce combat pour la libération de l'Afrique qui commencera, et vous le dites, vous le direz, par une méthode assez rusée, qui finira peut-être par la rage, comme je le citais en introduction, ce fameux Dostoïevski, mais aussi Montesquieu dans l'esprit des lois où il parlait du pouvoir qui attrape le pouvoir. On va commencer avec le cas de la RCA en montrant un bilan très peu élogieux, et là c'est un euphémisme, de la domination, de l'implication de la France dans la gestion des affaires de ce pays-là. Effectivement, la RCA, ce grand pays situé au cœur de l'Afrique centrale et qui a connu un passé tout aussi élogieux, comme vous l'avez si bien dit, trempé dans une richesse indémontrable, mais qui souffre jusqu'aujourd'hui pour plusieurs maux, que ce soit la pauvreté, que ce soit les difficultés sur le plan démocratique. Ce pays qui a connu un passé tout aussi historique qu'élogieux, avec des grandes puissances comme l'Allemagne, le Portugal et la France en 1903, date de la création donc de Ubangui Chari. Tenez bien, c'est le premier nom qui a été donné à ce grand pays de l'Afrique centrale, Ubangui Chari. Puis on a parlé de RCA, République centrafricaine, mais plutôt la version masculine. Le RCA, à un moment donné, c'est devenu plutôt la RCA. Et le père fondateur de l'indépendance de ce pays s'est fait appeler Barthélemy Boganda. C'est un prêtre qui a fait ses classes dans les années 1940 jusqu'à 1958, qui a donc milité pour l'indépendance de ce pays et qui a également milité pour les causes panafricanistes du continent. Il était l'une des figures qui défendait avec corps et âme cette création des États-Unis d'Afrique, mais on parle des États-Unis d'Afrique latine avec Barthélemy Boganda, qui a donc défendu, on ne le dira jamais assez, les causes et les intérêts de l'indépendance de ce pays jusqu'en 1958, le 1er décembre, où il a demandé la proclamation de l'indépendance de ce pays, mais juste quelques jours après, il sera donc assassiné avec tout son staff de suite d'un crash. Juste après, ça sera donc David Dacko, son neveu, qui va donc prendre le pouvoir pour conduire le pays jusqu'à l'indépendance en août 1960. La RCA est donc le 10e pays à accéder à l'indépendance parmi les 17 qui ont donc acquis cette liberté en 1960. Juste après, de tous les territoires, le constat qu'on fait ici, de tous les territoires de l'empire colonial, Ubangui Chari, dans la RCA, est donc le pays qui a connu une colonisation tout aussi brutale,
sans donc on va dire sans administration légale. L'administration était là une domination du colon, avec un pays qui a connu tout genre de pillages, puisque si on essaye de faire un rapprochement entre les pays de l'Afrique centrale qui ont connu pratiquement le même passé que la RCA et les pays de l'Afrique de l'Ouest, il est d'un constat, d'un constat réel, elle dirait, que la RCA est le pays qui a le plus été pillé. Avant de sortir de cette question, peut-être une précision sur la carte ethnographique et religieuse de ces pays-là. On a plus de la moitié de la population, elle est chrétienne, avec 10% des musulmans. Il est donc important de faire cette précision. Vous comprendrez peut-être au cours de l'émission. Vous aussi, donc restez avec nous. Voilà établi pourquoi est-ce que le cas de la RCA est patent et pourquoi il nous intéresse en particulier. Comparaison n'est peut-être pas raison, mais il est de bon ton que nous nous appuyons quelque part pour établir ce plan stratégique de riposte. Le jeu de mots me fait assez sourire. On comprendra donc de cette première question que la Côte d'Ivoire, ou plutôt la RCA, j'y arrive, est le pays qui a été le plus martyrisé par les affres de la France. Son histoire politique, justement, va le démontrer. Après les années 1960, avec un saupoudrage d'indépendance, vous verrez, et vous nous l'expliquerez, cher Abdoul, quelle a été une succession de révolutions de palais à coups de canon et à coups d'armes qui n'arrête pas de détonner à Bangui. Effectivement, vous faites bien de le préciser, puisque l'histoire de la République centrafricaine, c'est une histoire jalonnée des coups d'État et des révolutions. Tenez par exemple, entre 1960 et 2003, le pays a connu 6 coups d'État. Donc, juste après le Mali, c'est le pays qui a connu autant de coups d'État sur le continent africain. Donc, de 1960 à 2003, 6 coups d'État. Le premier a été orchestré en 1965, alors que Dako était au pouvoir. 5 ans après, le premier coup d'État a donc été mené, demain d'émettre par son cousin Bokassa, qui va donc prendre le pouvoir. Et peu de temps après, il va se proclamer empereur en 1979. Et compte tenu de ces rapprochements ou bien de ces politiques africaines qui étaient résolument tournées vers le panafricanisme, et on constatait de plus en plus qu'il avait lien avec le président, avec le guide libyen, Kadhafi justement. La France a donc fait une intervention sur le pays, la République centrafricaine justement. Peu de temps après, de 1979 à 1980, le pays était secoué par des multiples soubresauts, comme vous l'avez dit. L'intervention française arrive donc en 1980. La première opération sur le pays, c'est l'opération Cabane. Puis, on a eu l'opération Barracuda qui a également fait ses beaux jours du côté de ce pays. La guerre civile entre en scène en 2003 avec des rebelles qui étaient considérés comme des marginalisés. Il fallait donc rentrer dans le pouvoir. Peu de temps après, le deuxième intervient donc en 2012, tout récemment avec les Seleka, qui est également considéré comme une bande armée qui réclamait sa part dans la répartition du pouvoir du côté de la RCA. Et juste en 2014, c'est l'enlisement de la situation. On parle désormais d'une guerre intercommunautaire qui opposait non seulement les 10% des musulmans qu'on a fait mention du côté du nord et les autres communautés qui étaient à dominance chrétienne. Donc on a compris cette guerre qui a secoué le pays pendant plus d'une dizaine d'années, de 2012 jusqu'en 2018, entre les rebelles Seleka ou encore les anti-Balaka qui donc s'affrontaient. Et donc depuis ces chiffres qu'on va donc mentionner ici, on va donc dire depuis 45 ans, la France est donc sur le continent, est donc dans ce pays-là pour accompagner, dit-on, et la RCA pour sortir de cette crise-là. Ça fait 45 ans d'intervention militaire qui a pris fin en 2013, mais la crise prend encore une dimension internationale avec l'intervention de l'ONU qui envoie donc ses casques bleus de ce côté-là. Toutes les activités sont donc au ralenti. Seules les entreprises comme Total ou encore les entreprises comme Air France ou encore Bolloré qui fait dans le transport logistique et le transport maritime, ou encore Castel et CFAO qui fait dans la fourniture des véhicules, étaient donc en activité durant cette période-là, donc de 2013 jusqu'en 2018, ce qui aura donc
permis au nouvel exécutif de rompre tout lien avec, avec cet ancien colonisateur, on va le dire ainsi. Comme par hasard, les seules entreprises qui restent lisées en RCA et qui fonctionnent comme à tout hasard, on le disait, ce sont des entreprises qui portent pavillon français. Effectivement, on a donc listé ici des entreprises comme Air France, puisque à un moment donné, aucune compagnie aérienne n'avait droit de citer de ce côté-là. Seule Air France avait le monopole. Et la même situation a été observée du côté du transport avec Bolloré Logistique, qui de 2012 à 2018 avait le monopole du côté de la RCA, sans compter Castel qui fait dans... c'est Castel qu'on va présenter ici comme une entreprise brassicole, ou encore Total qui était là dans la redistribution des produits pétroliers. Donc ce sont ces entreprises-là qui ont eu le monopole durant toutes ces périodes de crise où la RCA faisait donc face à ces affres des rebelles anti-Balaka, Seleka, une guerre intercommunautaire, nous dit-on. Doit-on se poser la question à qui profita donc cette fameuse crise? Et peut-être poussons-nous la réflexion un peu plus loin en demandant qui l'a créée, puisque quand on voit ceux qui en profitent, il ne serait pas hasardeux de se risquer à penser à qui l'a créée. Justement, vous en parlez, la France qui se propose de venir régler cette crise qui s'annonce en grande pompe comme un sapeur-pompier pour éteindre le feu de cette crise centrafricaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est son bilan depuis, on va dire, pratiquement une dizaine d'années? La stratégie est simple ici. On a toujours parlé de pyromanes qui viennent jouer le rôle des sapeurs-pompiers. Tenez par exemple la RCA, c'est environ 4,5 millions d'habitants, dont le pays n'est pas si peuplé que ça. Et sur une superficie de 622 000 km², voilà donc l'étendue de ce territoire-là. Mais l'environnement a été toujours marqué par des crises politiques, des crises militaires qui ont secoué dans ce pays durant toutes ces décennies-là. Les facteurs de conflit sont ici la fragilité des institutions. On comprend que les institutions démocratiques du côté de la RCA n'ont jamais bénéficié d'un accompagnement assez sincère depuis les indépendances. Coup sur coup, ce sont des coups d'État qui ont animé ce pays-là durant ces 6 décennies d'indépendance. On parle de l'exploitation et l'instrumentalisation des différences ethniques et religieuses, puisque toutes les guerres qui ont opposé les populations du côté de la République centrafricaine, c'est donc entre le nord du pays, dominé par les musulmans, qui représentent ici juste 10%, qui se sont retrouvés beaucoup plus dans cette rébellion de Seleka qu'on a présenté ici contre les anti-Balaka. À côté de cela, il y a également la prolifération des groupes armés qui, il faut le souligner également à ce niveau, étaient de plus en plus nombreux sur disons, dans tout le pays, puisque la RCA est aujourd'hui considérée comme le pays qui a des frontières les plus poreuses à travers le continent africain. À cela s'ajoute également la circulation des armes qu'on ne comprend pas du tout ici, puisque on nous fait comprendre que de 2008 jusqu'en 2013, le pays était donc sous embargo d'interdiction de circulation d'armes. Et la France avait donc la maîtrise totale pour ravitailler le pays, puisque c'est ce pays-là qui s'occupe de la formation et de l'accompagnement de l'armée centrafricaine qu'on présente ici comme les FACA, Forces armées centrafricaines. À côté de cela, on va dire qu'il y a une dépendance de l'extérieur, puisque on nous fait comprendre que les salaires des fonctionnaires de ce côté-là étaient supportés par des pays étrangers, notamment la France ici, une grande partie. Et vous convenez avec moi, pris individuellement tous ces éléments, il y a lieu de comprendre que même isolement, chaque élément peut être aujourd'hui l'une des causes de l'enlisement de la situation, ou bien l'une des causes qui peut déclencher la crise. Dans notre environnement, par exemple, les fonctionnaires supportent au moins 80% des charges dans les différentes familles. Et c'est la même situation du côté de la RCA, qui a donc été rapportée par une organisation non gouvernementale qui a donc fait des études sur la question. À côté des mesures prises qui s'avèrent insuffisantes par le gouvernement centrafricain pour sortir le pays de cette situation, on nous a fait comprendre qu'il y a eu des interventions des troupes armées africaines, que ce soit de la sous-région, CEMAC, ou encore des forces armées qui venaient des pays comme le Rwanda, mais avec
tout ce bon nombre d'armées intervenues dans ce pays-là, ça n'a pas donné grand-chose. Peu de temps après, il y a eu les actions des forces multinationales qu'on a présentées comme MINUSCA ou encore les casques bleus qui sont aujourd'hui au nombre de 12 000 du côté de la République centrafricaine. Pratiquement le même nombre que les forces armées centrafricaines aujourd'hui. Vous convenez avec moi qu'il y a un nivellement de valeur entre les forces extérieures et les forces internes qui défendent donc sur le territoire centrafricain. Donc le pays a été donc pillé de cette façon-là et longtemps, les dirigeants ont considéré que la RCA était sous une domination ou bien comme l'otage de la France, d'où l'arrivée de Archange Touadéra qui a donc essayé depuis 2018 de rompre les liens pour nouer une nouvelle relation avec ce pays qu'on présente aujourd'hui comme la Russie. Il ne serait peut-être pas exagéré de dire qu'il est né en cet Archange Touadéra, le souffle d'un certain Boganda, le premier, le père même de l'indépendance centrafricaine. Et justement, c'est ici que l'affaire va basculer. Étant basculer dans le bon sens pour les Centrafricains et peut-être pas dans le meilleur pour les Français. On vient d'établir de façon assez succincte et concrète l'histoire de la Centrafrique après, un peu avant les indépendances, après les indépendances, en ressortant de façon ostentatoire. Comment est-ce que la France a échoué dans sa fameuse politique de rétablir la paix et la sécurité en Centrafrique? Et on comprend bien pourquoi est-ce qu'elle a échoué, parce que si on ne veut pas vraiment quelque chose, alors on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, justement. Mais il est de façon notoire important de préciser que durant toute cette période, la Centrafrique a littéralement nourri la France à travers toutes les richesses qu'elle dispose et à travers toutes les implantations des sociétés françaises en Centrafrique. Effectivement, à un moment donné, la société Avera avait même le monopole sur l'exploitation de l'uranium du côté de la République centrafricaine. Donc 80% de l'uranium de la République centrafricaine vont aujourd'hui du côté de la France. Vous convenez avec moi qu'il y a ici une nette domination, une appropriation totale de la chose. Le ras-le-bol va donc s'exprimer à travers un visage. Michel Archange Touadéra, qui va utiliser la ruse et un peu de rage aussi. Vous nous expliquez justement comment ce déclic s'est noué, ce déclic s'est produit avec un nouvel arrivant. Effectivement, avec le nouvel arrivant qui est donc la Russie ici, la relation est basée beaucoup plus sur les accords militaires. On a parlé de la rencontre entre la Russie et l'Afrique lors d'un sommet qui a fait parler de lui, le sommet de Sochi. Donc à l'occasion de ce sommet-là, Archange Touadéra s'est donc rapproché de la Russie pour nouer des différents accords militaires. Les accords sont basés d'abord sur l'aide ou encore la formation et la fourniture d'armes. À ce jour, on constate qu'il y a plus de 1135 Russes qui se retrouvent sur disons du côté de la RCA afin d'accompagner cette armée-là qu'on appelle FACA, Forces Armées Centrafricaines. Et avec la Russie également, la RCA a réussi à lever cet embargo sur la livraison d'armes instaurée depuis 2013 par la France. Donc, petit à petit, le pays réussit quand même à faire son chemin. Et le premier contingent arrive sur le sol centrafricain en 2018. C'était au nombre de 600 hommes pour accompagner ce pays-là. Et au dernier sommet, on a donc appris qu'il y a eu environ 635 forces, disons 635 hommes russes qui vont donc rejoindre le contingent, ce qui porte aujourd'hui le nombre à plus de 1135. Et sur d'autres terrains comme les tarifs douaniers, par exemple, aujourd'hui, c'est un domaine auquel la République centrafricaine noue des relations tout à fait intéressantes avec la Russie. Et on constate qu'il y a eu une nette amélioration sur la question. On nous fait comprendre aujourd'hui, selon les statistiques, que la Russie a réussi à lever des fonds en si peu de temps, plus que ce que la RCA a eu, disons, à garder avec la France durant toute cette période-là, dans les 45 premières années de leur relation. Voilà qui est bien dit.
Et cela nous permet de nous pencher justement sur celui qu'on pourrait appeler l'ange. Même comme le dit-on voudrait, qu'il faudrait faire attention à l'ange qu'on ne connaît pas et continuer à serrer et à étreindre le démon qu'on connaît bien. Sauf que ce démon-là, quand il attente à notre vie, il est bien possible, ou plutôt, il est primordial, même si ce n'est impérieux, de regarder ailleurs pour voir si ange ailé il n'y a pas dans les environs. Parlons de cet ange, disais-je donc. Parlons de la Russie. Qui est-elle? Quelle est sa politique extérieure? Et pourquoi est-ce que la Russie se positionne comme un allié fiable, si ce n'est un allié important pour débouter un autre? Effectivement, il y va de son idéologie, puisqu'en relation internationale, on dénombre aujourd'hui 4 idéologies. Il y a le réalisme, il y a le marxisme, il y a le libéralisme ou encore le constructivisme. Donc, en prenant en compte ces 4 éléments, on constate que le réalisme, qui est une théorie mise en place par Machiavel, qui est aujourd'hui présenté comme l'un des penseurs concernant le pouvoir, avec cette théorie formulée que l'État n'a ni d'amis ni d'ennemis, seuls ses intérêts comptent. Donc c'est une théorie qui n'est pas n'est pas tellement d'actualité aujourd'hui. Il y a également le libéralisme qui tend aussi à disparaître peu à peu pour céder place au néolibéralisme avec l'interdépendance entre les États. Le marxisme se distingue aussi par cette école-là où les communistes font toujours appel. On parle ici de la Chine par exemple ou bien de Cuba. Mais la Russie se retrouve dans la dernière catégorie qu'on appelle le constructivisme, qui consiste ici à donner à chacun ce dont il a besoin. Donc c'est cette théorie que la Russie, depuis 1990, avec la chute soviétique, donc essaye de revenir sur le continent avec la même politique, une politique qui est d'ailleurs appréciée. On a constaté avec le premier sommet de Sochi où la Russie est venue à mobiliser tellement des pays, partant d'abord de l'Afrique australe, où les pays, ou l'Afrique du Sud par exemple, le Botswana ou encore les Mozambicains se sont donc retrouvés au premier sommet, ce qui a permis de polir d'abord l'image de la Russie. Et peu à peu, le pays a gagné donc en autorité sur le continent avec le dernier sommet qui a donc réuni plusieurs autres pays. On constate que l'Afrique est en ordre de priorité pour la Russie. Et c'est cette idéologie-là qui est transportée du côté, ou bien transposée du côté de la République centrafricaine aujourd'hui. Justement, et parlant de ce pays en particulier, il faut rappeler qu'à la différence de la France, ce n'est pas un pays pauvre en matière de ressources naturelles. C'est en 2019 le pays qui produit le plus de gaz naturel. La France, ou plutôt l'Europe, la France qui fait partie de l'Europe et l'Europe tout entière même dépendait à 50% des ressources naturelles minières gazières de la Russie. Donc ce n'est pas un pays pauvre. En dehors de ça, c'est quand même le pays le plus vaste de l'Europe en termes de superficie. On sait qu'il est à cheval sur 2 continents. Oui, le pays a pratiquement la taille d'un continent. La taille d'un continent. C'est un pays continent justement. Et parlons de cette idéologie, c'est là où on s'achemine. Cette idéologie justement que vous venez d'expliquer, qui permet une expansion plus facile et des intérêts, on va dire, négociés, même si nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nous n'allons pas négocier 50-50 à cause de notre position un peu défavorisée. À chacun de prendre ce dont il a besoin. Donc vous convenez avec moi ici, c'est plutôt un échange de services. Je te donne ce dont tu ne disposes pas et toi tu me donnes ce dont j'ai besoin. Voilà. Et justement, c'est vers cette... On va dire c'est dans cette lignée ou dans cette lancée que devraient s'inscrire les pays africains. On rappelle notre thème, comment chasser la France cas de la RCA. Alors, qu'est-ce que les résultats ont donné? Est-ce que l'arrivée de la Russie a-t-elle véritablement influencé les rapports que la RCA entretenait avec la France? Effectivement, on constate de plus en plus les médias français qui reprennent la question avec ce sentiment anti-français qui fait tapage dans pratiquement tous les médias français aujourd'hui. Et on a compris également que cette situation va au-delà d'un simple combat médiatique. Cela a été déporté lors du dernier sommet du Conseil supérieur du Conseil de la sécurité, où le sujet était sur la table, où la Russie, les États-Unis, la France ont eu à avoir un débat houleux sur la question, où d'un côté la France
plutôt parle de la violation des droits de l'homme ou bien le pillage de ressources du côté de la République centrafricaine, où les institutions de Bretton Woods également sont rentrées dans ce jeu-là pour nous faire comprendre aujourd'hui que la présence des hommes russes sur le des hommes russes non seulement au pays de Archange Touadéra ou encore sur le continent africain aujourd'hui n'est pas la chose la mieux appréciée. On a vu la suspension des aides non seulement du côté de la France, on a vu également cette réduction des aides par le Fonds monétaire international. On comprend que c'est un sujet qui va au-delà d'un simple combat idéologique aujourd'hui, mais plutôt un sujet qui fait intervenir tous les éléments nécessaires pour bouter la Russie hors du précaré français. La France est aux abois en Centrafrique, il faudrait le dire. Aux abois justement parce que la différence de, on va dire, le rapport de force est quand même assez impressionnant. Oui, puisque les deux pays ont les droits de veto du côté du Conseil de sécurité. Vous convenez avec moi ici quand même, il y a un jeu d'égal à égal. Les deux pays peuvent parler avec les mêmes arguments. C'est ça, peuvent s'asseoir sur la même table. Effectivement. Donc, c'est déjà un élément important, puisque il y a lieu de soulever également cette question-là. La France a toujours parlé au nom des pays africains au Conseil de sécurité du côté de l'ONU, mais avec l'entrée en scène de la Russie, on comprend que les choses se bousculent un tout petit peu et il y a un nivellement sur cette question-là. Et si c'était là la solution? Et s'il fallait nouer de nouveaux rapports plus sains? On le sait, on le rappelle encore, nous ne sommes pas naïfs de penser que nous irons à la table de ces grandes puissances en pensant que ce sera forcément 50-50. Mais vous convenez avec moi et vous conviendrez avec moi à la maison qu'un rapport ou une clause conclue où nous sommes à 10% seulement de gains et 90 pour l'autre est quand même un peu plus malsain que si nous sommes à 30% et l'autre à 70%. Effectivement. Voilà. Donc, restez des nôtres. Nous vous proposons à présent un petit flashback dans le passé. C'est coutume dans cette émission. Elle fait partie justement de l'ADN de la construction de ce programme. Et justement, le sujet qui était à l'ordre du jour le 9 février, voilà, j'y arrive, le 8 février 2021, faisait revenir sur la table le thème « Bozizé sollicite l'intervention de Paris » et Paris qui exige le départ de la Russie. Que comprendre à cette période déjà, vous vous souvenez certainement, c'était la période électorale et un peu après en Centrafrique. Qu'est-ce qui s'était dit ce jour-là? On vous propose de revenir et d'en tirer encore un peu de bonheur avec nos différents panélistes qui discutaient de cette question. Voici un petit extrait, on se retrouve juste derrière. On voit très bien que la France depuis toujours joue un jeu trop, puisqu'il rappelle dans cette lettre des correspondances antérieures avec la France. Depuis 2018. Ouais, exactement. Et il donne des positions de ces rebelles comme si en réalité il rendait compte. Parce que ça a tout l'air d'un rapport, cette lettre. Quand vous faites un rapport, quand vous faites une lettre comme ça à un chef d'État, vous ne l'informez pas de ce qui est en train de se passer, ou plutôt si vous l'informez en réalité, c'est en retour d'une commission. C'est-à-dire que c'est comme si il rendait compte, c'est le commandité qui rend compte au commanditaire. Donc, ça laisse entrevoir et ça laisse percevoir un certain nombre de choses qui ne nous surprennent pas, mais qui laissent quand même présager de ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame et que Bozizé n'est que la partie visible de l'iceberg qui derrière justement a des personnes qui tiennent les ficelles, et il est bien en train de nous dire ce que nous savions déjà. En tout cas, il est en train de nous confirmer que la France est tout sauf neutre dans cette histoire et que les prétendues forces Sangaris et autres MINUSCA et tout le reste en réalité ne sont que des farces, et que derrière il y a une volonté délibérée, manifeste de déstabiliser la Centrafrique. Et vous savez très bien quel est l'intérêt de la guerre. L'intérêt de la guerre, c'est de semer le chaos, et la France, l'ONU et tous ceux qui ont des raisons de maintenir l'Afrique dans ce qu'ils ne veulent pas arrêter de considérer comme leur précaré, ont toutes les raisons de ne pas juguler cette guerre qui dure depuis au moins
l'époque de l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1960, depuis l'assassinat de Barthélemy Boganda. Je vous rappelle que c'était le premier panafricaniste de Centrafrique, on ne le dit pas souvent, et il est décédé de façon assez mystérieuse puisqu'il est mort dans un crash dont on n'a jamais élucidé les causes. Et donc, Bozizé est dans sa logique, il est dans la logique française, il est dans la logique de tous les Occidentaux. Mais pourtant, dans cette lettre également, Paul Elaï déclare au évoque que les Nations Unies sont aujourd'hui complices de la Russie et surtout du Rwanda. Oui, mais j'ai bien dit qu'il a perdu la tête. Il a perdu la tête parce que d'une part, quand vous lisez cette lettre, elle est truffée de contradictions. Puisqu'il vous dit, il prétend dénoncer l'ingérence russe, mais il appelle la France. Quand il faut parler d'ingérence, est-ce qu'il y a le pape de l'ingérence en Afrique, qu'elle soit militaire et autre, c'est bien la France. Donc, qu'il dénonce la Russie comme étant faisant de l'ingérence en Afrique, ce qui est totalement ridicule, et en appelant la France, c'est totalement contradictoire. Et qu'il appelle ubuesque la victoire de Touadéra, alors que ce qu'il fait est d'un ridicule qui est juste indescriptible. Vous comprenez bien que j'ai l'impression qu'il est devenu schizophrène quelque part, si ce n'est qu'il ne continue que de confirmer sa schizophrénie. Et quelque part, il parle comment dire, de prévoir ou alors de se prémunir, de prémunir la Centrafrique d'un génocide. Mais qui serait à l'origine d'un génocide si ce n'est ces manigances meurtrières? Donc je pense que vraiment il a perdu la tête. Je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui est pitoyable. Il est pitoyable, il faut le dire, parce que quand vous lisez cette lettre et quand vous voyez les ajustements sur le terrain, quand vous savez tout ce que Touadéra est en train de faire et a fait et continue de faire pour ramener la paix dans son pays, jusqu'à des concessions qu'on lui reproche même. Je connais des gens qui, de façon très sérieuse, estiment, et moi je ne partage pas cet avis, que Archange Touadéra était naïf que pendant 5 ans, il a signé 4 accords. Voilà. 4 accords de paix qui n'ont absolument pas abouti justement à la paix. En tout cas, mais c'est des accords de paix qui sont aussi des accords pièges, parce que je ne sais pas ce que veulent l'ONU et la communauté dite internationale quand on veut imposer à un président démocratiquement élu de signer des accords avec des rebelles. Ça n'a juste pas de sens. C'est justement le piège dans lequel ils mettent souvent les pays africains quand les dirigeants ne correspondent pas à leurs desiderata et ne font pas leur jeu. Donc, ils veulent justement s'aimer le trou, parce que quand vous signez des accords avec des rebelles, des gens qui veulent la destruction d'un pays, vous vous attendez à quoi? Donc, cette lettre de Bozizé, en réalité, c'est une grosse farce, et elle ne fait que révéler ce que nous estimions déjà être une manigance de l'Occident et de la France en tête, et il ne saurait prospérer parce que, heureusement, on a des nouvelles positives venant de la Centrafrique qui démontrent bien que les Africains et la jeunesse africaine sont prêts à en découdre avec tous ceux qui veulent continuer de piller et de spolier l'Afrique. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, la France ne s'avoue pas vaincue. On va également rappeler que l'ambassade de France à Bangui a organisé l'évasion d'un prisonnier franco-centrafricain, il faut le préciser, du nom de Wendesere alias Brice Ngebaya, qui est arrivé à Bangui juste avant l'arrivée de l'ex-président François Bozizé, débarqué de Luanda. Et apparemment, dès son arrivée, il a commencé à créer pas mal de désordre et il a été aidé justement à s'évader par l'ambassade de France. Mais écoutez, permettez-moi d'abord de revenir sur le contenu de la correspondance que vous avez évoquée tout à l'heure. Justement, de François Bozizé, allez-y. Oui, il y a deux points qui ont particulièrement attiré mon attention. Le premier point, ça porte sur justement la logistique et le nombre de soldats. Ce qui suppose donc que pendant que la Centrafrique était engagée dans un processus électoral, Bozizé préparait la rébellion. Il a fait justement la coalition des groupes rebelles. C'est ce qu'il déclare dans ses lettres. Ça veut dire qu'il prépare la rébellion. Le deuxième point, ça concerne, je crois, l'avant-dernier paragraphe, où il demande l'arbitrage et le soutien de la France. Je ne sais pas si vous pouvez me lire pour me dire. Je vais essayer. Ça devrait plus de nouveau. Il demande le soutien de la France, l'arbitrage et le soutien de la France, pour que les Centrafricains puissent renouer de nouveau. La coalition souhaite que la France intervienne afin que l'alliance anticonstitutionnelle... L'avant-dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Alors ça veut donc dire que
pendant que la France était là, Oui. de manière très très structurée, les Centrafricains étaient maîtres de leur destin. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant que la France était là, pendant plus d'une bientôt centaine d'années que la France est en Centrafrique, les Centrafricains sont maîtres de leur destin plus que ça, et de leurs ambitions. C'est plus que 60 ans. Alors là, je trouve que c'est très dangereux, très, très grave. Je crois que c'est très sérieux. Je pense que lorsque le processus que j'évoquais tantôt a commencé, nous avons de manière objective et péremptoire indiqué que M. Bozé était le candidat de la France. Et là également, à travers cette lettre, il confirme justement que nous ne racontions pas, n'est-ce pas, des falaises, que nous racontions justement ce que nous avons, c'est vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes encore dans le carcan de la France-Afrique, à partir de la posture de M. François Bozé, alors que les Centrafricains, pour l'immense majorité, n'est-ce pas, sont engagés dans la rupture justement avec la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, la France a imposé à M. Touadéra de gouverner avec les bandes armées, avec des rebelles, avec des gens qui, de manière fondamentale, mettent en danger des structures, n'est-ce pas, les institutions centrafricaines, et les affaiblissent davantage. Et lorsque vous êtes dans un casting, vous avez l'obligation de changer de partenaire, à mon sens. Et c'est ce que, de manière légitime, le président centrafricain a fait, c'est-à-dire aller voir ailleurs. Je crois que c'est ça qui a encore inspiré la déstabilisation actuelle dont est victime la Centrafrique. C'est-à-dire avoir eu la liberté, la légitimité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire aller voir la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, nous constatons donc justement que la France qui dit et qui déclare, je ne sais pas de ses officiels, qui indique clairement que la France-Afrique s'est terminée, mais nous sommes là en pleine France-Afrique. Nous sommes en pleine France-Afrique. Lorsque vous faites le bilan, n'est-ce pas, de manière objective, de la présence française en Centrafrique, ça donne quoi? Zéro. Pour un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche, avec une population dynamique, ça donne quoi? Tout d'abord, vous avez, et je crois que c'est parfait donc qu'il indiquait, c'est-à-dire que vous avez dans un pays qui est riche, mais dont les populations, dont les habitants sont pauvres et affamés. C'est un paradoxe. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, ce n'est pas la première fois que les dirigeants français exfiltrent leurs compatriotes qui est les bisbilles judiciaires quelque part. Souvenez-vous du scandale de la BICEC au Cameroun, où il y a eu un détournement de plus de 50 de milliards. Mais ce sont les Camerounais qui sont derrière les barreaux, mais le directeur général a été exfiltré par Paris. Et il se balade tranquillement à Paris. Il croit qu'on lui a même trouvé un nouveau job de ce côté-là. C'est pas, ils sont coutumiers du fait. Vous avez un Français qui a violé. Il y a environ 7 ou 8 ans. À Douala, qui a violé des gamins à Douala. Il a été exfiltré. Il a été exfiltré. C'est connu. Donc moi je pense que c'est pas nouveau. Vous avez les militaires de l'opération Sangaris qui ont violé les gamins centrafricains. Que s'est passé en France? Mais la justice française a estimé que ils n'étaient pas coupables, ils n'étaient coupables de rien. Eh bien, ils ont été mis hors de cause. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que nous sommes dans un cas, si on vous dit que nous sommes une démocratie, je parle de Paris, nous sommes un État, un pays de démocratie, de liberté et d'égalité. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Donc, ce qui se passe, ça veut dire qu'en fait, en réalité, et moi j'ai un problème avec la justice centrafricaine. Ouais. Je me demande pourquoi est-ce que M. Bouizé se pavane encore est en ligne. Pourtant, il y a un mandat d'arrêt international. Absolument. Contre lui. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est libre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas me dire qu'on ne connaît pas exactement où il se cache, puisqu'il est encore sur le territoire centrafricain. Il est sur le territoire centrafricain. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore interpellé? Parce qu'on ne peut pas être constamment confronté à un personnage qui est fauteuil de troubles constamment. Et finalement, non. Lorsqu'ils demandent les cesser de feu, c'est-à-dire lorsqu'ils vont à Khartoum signer ces accords, c'était peut-être pour mettre un bémol, le temps pour eux de s'armer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important, et lorsque la Centrafrique est déstabilisée, comme c'est le cas, c'est le golfe de Guinée qui est visé. C'est le golfe de Guinée qui est visé. Et le Cameroun est également visé dans cette affaire. Le Cameroun est même dans le viseur. Oui.
Et là, il faut justement, là je rejoins Patient Dom qui indique justement que le Cameroun doit pouvoir créer des postes avancés, pas un poste, des postes avancés et évidemment bien armés pour faire face à toute intrusion sur notre territoire. Parce que là, ça devient dangereux, parce qu'à partir du moment où vous avez les drones qui se baladent et qui font justement, qui ont des vues, qui ont des vues sur notre territoire, sur nos objectifs militaires, il va falloir réagir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, et je crois que là, de moins, pour une fois, la CAC a été assez proactive en renforçant les dispositifs sécuritaires, n'est-ce pas, de la Centrafrique, en allant au-devant, parce qu'aujourd'hui, lorsque le golfe de Guinée est déstabilisé, eh bien, c'est ce qu'ils attendent, ils vont justement faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que là, vous avez donc une logistique qui est positionnée du côté du Tchad, qui peut à tout moment faire le job qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils vont venir du côté du Cameroun, faire le sale boulot, ils vont aller justement du côté de la Centrafrique, faire le sale boulot comme ils le font déjà. Quand quand Bozé dit que il se félicite, il remercie la France de n'être pas émissée militairement, mais la France est justement émissée. Qui arme les rebelles? Qui finance les rebelles? Qui le finance, lui? C'est la véritable interrogation. Alors, ça veut donc dire que la France intervient déjà à travers, comme d'habitude, la France ne peut pas intervenir directement. Nous savons comment ça se passe. La France intervient donc déjà directement à travers les rebelles. Qui arme les rebelles? Qui les finance? Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il nous mène en bateau, M. Boïsé. Nous savons que la France finance son job. Nous savons que la France derrière. Quoi qu'il en soit, je pense aujourd'hui que les Centrafricains qui doivent être maîtres de leur destin doivent prendre leurs responsabilités. Et je crois qu'ils disent comment le faire. Passons parfait donc finalement pour François Bozizé, c'est la Russie qui est une force d'occupation et la France est le libérateur. Je vous ai dit tantôt que quand vous tapez un enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer. En fait, c'est la France qui pleure à travers Bozizé. C'est la France qui pleure à travers Bozizé. Bozizé, dans ses pitreries, ne nous rappelle que les images aussi tristes que celles de M. Bokassa à la mort de De Gaulle, en criant « Papa, tu nous laisses avec qui ?» Donc c'est ça, c'est le désarroi total dans le camp de la France. La France qui pleure à travers Bozizé. Pourquoi elle pleure à travers Bozizé? Parce qu'elle voit qu'elle n'a plus totalement, n'est-ce pas, les manettes, n'est-ce pas, dans le jeu. Elle est en train de perdre les manettes de jeu. Donc à partir de ce moment-là, on peut valablement comprendre ce qui se passe. La France et M. Bozizé, excusez-moi Anatole, de venir en soutien au président Touadéra, la France et M. Bozizé ont la cartographie de la Centrafrique. Il y a des zones de la Centrafrique où l'administration centrafricaine est complètement absente. Vous vous demandez, mais où se trouve M. Bozizé alors qu'il y a un mandat d'arrêt lancé contre lui? La France est en Centrafrique depuis très longtemps. Elle est certainement des niches, des caches où on peut cacher quelqu'un pendant très longtemps avant de l'exfiltrer. Vous vous souvenez, la traque contre M. Joseph Kony, la loi de résistance armée en Centrafrique, fait par les forces spéciales américaines, ils n'ont jamais pu l'arrêter. Parce que je vous dis, c'est trop vaste, c'est trop grand. Et c'est trop complexe, avec plusieurs types de végétation. Vous avez la savane dense, vous avez la savane complètement épurée, vous avez la forêt, des zones forestières, etc., etc. Or, la France qui est en Centrafrique, pas depuis 60 ans, avant 60 ans, elle connaît très bien où est-ce qu'elle peut placer des gens, où est-ce qu'elle peut cacher quelqu'un, etc., etc. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec la présence militaire des pays tiers que sont la Russie et d'autres pays africains en Centrafrique, tous les caches de la France risquent d'être complètement dévoilés. Quand je parle des caches, elles sont physiques, mais aussi sur le plan politique, économique, etc. Oui. Comment vous pouvez m'expliquer, à un moment donné, quand l'Afrique du Sud, l'armée sud-africaine a voulu mettre pied en Centrafrique pour essayer de booster l'exploitation de diamants, en fait c'est ça le projet. Quand Paris a vu ça, il a dit non, c'est pas possible. Ils ont organisé quelque chose de très grave. On a assassiné plusieurs dizaines de soldats sud-africains. L'Afrique du Sud, n'ayant pas assez de couilles, s'est retiré tout simplement de ce théâtre et a laissé Paris libre. C'est le même coup qu'ils ont essayé de faire avec la Russie. N'oubliez pas que l'attaque de Bangui au PKC avait déjà démarré, oui, avant qu'il ne soit complètement défait, avant qu'on le coupe de leur base arrière. Et que les éléments dormants qui étaient déjà dans la capitale, affamés, sans eau, sans nourriture, commencent à se rendre. Donc on a tenté aussi de faire le coup à la Russie.
Et je peux vous dire que si ce coup-là réussissait, ces gars-là allaient assassiner quelques soldats russes pour montrer à Poutine que ici, tu n'es pas sur ton territoire. C'est pour ça que je dis souvent, je rêve seulement de cette affaire-là un jour. Que nous, on a nos problèmes. Si la France dit qu'elle va envoyer les soldats au Cameroun, je vais voir comment un soldat français va se balader allègrement en commando avec un fusil à main. Ils vont voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce que les Américains n'ont pas vu en Somalie. Et ça doit être notre détermination, la détermination de la jeunesse africaine partout en Afrique. On ne veut plus de ces interventions françaises chez nous. Surtout qu'ils ont été incapables de nous apporter le bonheur et la paix. On ne veut plus de ces interventions. C'est pour ça que nous soutenons la jeunesse malienne quand elle demande le départ des troupes françaises. Parce qu'en réalité, la France a réussi, en train de réussir, c'est ça qu'ils ont même essayé de faire avec la Centrafrique, c'est-à-dire de créer une zone de non-droit. La zone complètement de Kidal. L'armée malienne n'est plus présente là-bas. L'administration malienne n'est plus présente là-bas. Mais on interdit aux soldats maliens d'y aller. Mais les soldats français, ils se baladent allègrement là-bas. Cette affaire de la partition, la partition de nos États qui hante, n'est-ce pas, les think tanks européens, elle aussi est évidente, avérée. Ce n'est pas des vues d'esprit. Vous vous souvenez que M. Nicolas Sarkozy s'était rendu au Rwanda et à un moment donné, parce qu'il voulait se rabiboucher avec Kigali, avait sorti une idée comme ça, et vraiment incroyable. Les Africains sont incroyables. Ils disent que bon, ils pensent que pour régler dans la durée la question des Grands Lacs et la question rwandaise, il faut qu'on partitionne une partie de l'Est de la République démocratique du Congo pour la joindre au Rwanda. Bon, plus tard, on va apprendre que c'est dans cette partie qui a eu le coltan. C'est justement, justement. Peut-être, vous voyez comment les gens, ils font des projections sur 10, 15, 30, 40, 50 ans. Et nous ne voyons que le bout de notre nez, c'est-à-dire qu'on gère les affaires la petite semaine. Alors qu'il faut être dans la prospective, justement, en nature, ce qui était souvent cher. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je dis que la France est en train de perdre la main en Centrafrique. Et ce qui est intéressant, ce qui se joue en Centrafrique, c'est l'avenir des pays qui sont sous domination française. Si la France sort vainqueur de là, je peux vous dire que ça va être pour plusieurs décades encore, je n'ai pas dit décennies, qu'on va encore reparler de la question de notre souveraineté. Si le président Faustin Touadéra tient bon et oblige la France et ses mercenaires, n'est-ce pas, de venir à la table de négociation, et là je reviens à la négociation, oui. Il faudra peut-être qu'un jour on revienne à la négociation, mais il faut d'abord affaiblir leur position. Il faut affaiblir le camp pour les obliger Pourquoi passer justement tout le temps dans les négociations quand eux-mêmes, les Occidentaux, déclarent au fort qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Non. Mais on vient avec le même système ici en déclarant il faut négocier justement avec les groupes rebelles. Parce que nous étions en position de faiblesse. Vous comprenez? Nous étions en position de faiblesse. C'est maintenant que nous musclons notre jeu et nous devenons en position de force. Et premièrement. Deuxièmement, parce que quand tu es en position de faiblesse et que tu es en train d'organiser toute une stratégie pour ne pas être faible, il faut toujours prendre le monde à témoin. En acceptant ces négociations, le président Faustin Touadéra a pris l'opinion mondiale à témoin, l'opinion africaine à témoin, et l'opinion centrafricaine à témoin, que j'ai tout fait. Vous avez parlé de 4 accords. J'ai tout fait. C'est beaucoup. J'ai introduit dans le gouvernement des rebelles qui ne savaient ni lire ni écrire. Dans l'armée également. Dans l'armée, un peu partout. Voilà le résultat. Donc maintenant, vous voyez qu'après avoir tout essayé, je peux avoir 4 blanches, n'est-ce pas, pour nettoyer. C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le président Faustin Touadéra est tout à fait qualifié de prendre cette décision de faire la guerre à la rébellion. Personne ne peut plus lui dire que tu n'as pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a tout essayé. Tout essayé. Il s'est dénudé, on lui a tout pris jusqu'à son maillot de bain. Mais voilà les résultats de l'hypocrisie. Voilà les résultats, n'est-ce pas, du fait qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés en Centrafrique. Il y a des gens qui sont à la sorte de Paris et que pour eux, ils ont, ce n'est même pas le dit dur, mais ils ne comprennent aucun langage que le langage de la force. Quand le langage de la force va s'imposer à eux, je peux vous le dire, ils viendront en négociation. Ce qui est encore plus grave, c'est que sur le sol centrafricain, il y a des gens, des mercenaires qui ne sont même pas des Centrafricains. Qui ne sont même pas des Centrafricains. Vous avez des Tchadiens, vous avez des Nigériens, vous avez des Soudanais, vous avez des Mauritaniens. Mais c'est incroyable. Et on demande à un chef de tel légitimement élu d'aller négocier sur son propre territoire avec des étrangers. Vous avez déjà vu ça? Mais je vous ai dit, le début de la négociation, c'est la force.
Quand les gens sont défaits militairement, ils viennent à la négociation, mais en position de faiblesse. Vous vous souvenez de cette image qu'on avait vue au bord, je ne sais pas, dans un bateau, Mandela est au milieu. D'un côté, vous avez M. Mobutu, et de l'autre côté, vous avez Kabila. Et Mandela supplie donc Laurent Désiré Kabila en lui disant, mais bon, mon frère, faisons un effort. Est-ce qu'on peut arrêter la guerre, le temps des négociations? Kabila lui dit que non. La guerre n'empêche pas les négociations. Parce qu'il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Je vous dis que ces gens-là, Bozizé, s'il a un peu de chance, parce que j'ai appris que l'un de ses fils serait mort dans le début de ce... Il a perdu d'ailleurs 2 fils. Ouais, on me dit que en l'espace de 5 jours. Je serais déjà décédé. Oui. Quand il va revenir, ça va être comme on dit en jargon, ça veut dire que la queue entre les jambes. Parce qu'il sera complètement réduit à sa plus simple expression. Et c'est le meilleur moyen dans ce cas-là pour pouvoir négocier. Parce qu'en jeu politique, ou bien en politique, on nous apprend que quand on vainc un ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Quand on veut un ennemi, il ne faut jamais l'oublier. Pendant ce temps, quand même, l'humilier, on vous comprend. Paul est là, pourtant, on le sait haut et fort, hein, pour plusieurs Africains aujourd'hui. On sait où se trouve François Bozizé. Pour bon nombre d'Africains, il s'agit justement des panafricanistes. Il faut le débusquer et surtout, il faut le punir. Ah, punir, c'est un bien faible mot. Je sais pas si on peut trouver un mot beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, pour que cela serve d'exemple aux autres velléités négatives sur le continent africain de cette nature-là. Parce que, voyez-vous, les Africains dignes de ce nom, dont les rangs se grossissent de plus en plus, et c'est tant mieux, les Africains dignes de ce nom qui ont pris conscience et qui continuent de s'éveiller, n'en veulent plus de cette hégémonie impérialiste occidentale, française et que sais-je encore. On en a marre parce qu'on sait d'où viennent toutes nos misères, on sait d'où viennent tous nos malheurs et on a quand même la mémoire de l'histoire que tout le monde peut consulter. Et contrairement à ce que l'Occident a voulu nous faire croire au fil des siècles, à savoir qu'on était le maillon manquant, le chaînon manquant entre la bête et le blanc, qui serait donc l'être suprême, parce que nous, on n'aurait pas d'âme, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se défaire de cette illusion stupide et ubuesque, qui n'a d'égal que leur entêtement et leur naïveté à faire de l'Afrique leur précaré, leur chasse gardée. Les Africains en ont marre, les Africains ont ouvert les yeux et les Africains voient très bien que la continuité de ce qui a été commencé depuis au moins 1884 lors de la conférence de Berlin, au moins parce que ça remonte bien avant, on n'en peut plus, Donc les nègres de maison n'ont plus de place en Afrique. Surtout quand ces nègres de maison sont des anciens chefs d'État qui, de façon ridicule, mais alors totalement ridicule, comme on peut le voir dans la lettre. Moi, ça me fait toujours rigoler. Quand je vois des rebelles ennemis de leur pays, de ce qu'on pouvait encore considérer comme leur pays, parce qu'on ne peut pas être ennemi de son propre pays, c'est contradictoire, quitte à être schizophrène. Quand on voit des gens qui se font appeler coalition... les groupes rebelles. Non, CPC, c'est coalition de patriotes, des patriotes pour le changement. Patriotes, de quel patriotisme on parle? Mais c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que c'est de la rigolade. Quand on lit sa lettre, il dit pour l'intérêt, il demande l'intervention de la France pour l'intérêt du peuple centrafricain. Mais je crois qu'il se fout du monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis vraiment Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Et actuellement, on voit très bien que, comme le dit Parfendom, c'est la France à travers Bozizé qui est en réalité en train de se lamenter. Parce que ce qui est en train de se jouer en Centrafrique, que tous les Africains qui nous écoutent prennent fait de cette réalité. Ce qui se joue en Centrafrique, ce qui se joue au Sahel, au Mali, au Niger, partout où la France sent qu'elle perd pied et qu'elle est en train de s'agiter pour tout faire, par tous les moyens, pour maintenir sa présence en Afrique, il se joue là l'avenir, non pas de ces pays directement concernés, mais il se joue l'avenir de l'Afrique. Donc il est
urgent, il est impératif que les Africains s'intéressent à ce qui se passe dans ces pays-là, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, surtout la jeunesse africaine qui représente l'avenir de l'Afrique. La jeunesse africaine qui représente l'avenir de l'Afrique. Mais pour qu'un avenir brillant soit espéré pour cette Afrique qui gagne, il faudrait que cette jeunesse soit bien formée. Il faudrait qu'elle apprenne aux côtés des plus grands. Et justement, les panélistes de ce matin nous ont encore montré, ou alors de cette rediffusion, nous ont montré que nous devons rester actifs. Vous aussi à la maison, vous qui nous regardez, qui avez l'habitude justement de vous faire réveiller par cet appel, ce chant patriotique africain, vous avez tout intérêt à rester des nôtres, car l'expérience ne se fait pas en un jour. Pour parler d'expérience, il faut avoir fait ses classes. Et ces classes, nous essayons de les faire matin après matin dans le même esprit de combat que nous ont inculqué et insufflé nos pères. Pour l'émission des réponses aujourd'hui, on parlait de la Centrafrique. Oui, le cas est typique, épatant. Et c'est peut-être de ce cas que partira la révolution africaine. Comment chasser la France? Aujourd'hui, on le disait encore, ils sont 17, si ce n'est 14, à vivre encore sous influence. Et influence carcérale, influence toxique de Mère France. Comment s'en débarrasser? Comment tordre le cou à ces accords qui nous ont comme été imposés, acceptés par certains de nos pères qui malheureusement ne sont pas entrés dans l'histoire du meilleur des côtés? Vous avez pu avoir aujourd'hui l'histoire politique de la Centrafrique. Je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire est dans mon esprit, c'est peut-être à cause de la dernière entrevue en date, actualité brûlante avec Gbagbo et Ouattara. Peut-être nous reviendrons justement sur cette actualité. Mais pour revenir sur le cas de la Centrafrique, Abdul Kadir, vous avez brillamment exposé quels ont été les pas douloureux que la Centrafrique a dû marquer depuis les périodes d'avant indépendance et même d'après indépendance. Il ressort de cela un constat clair. La Centrafrique a été pillée, a été lessivée par la France. Elle a connu des guerres civiles. Des guerres civiles, entretenues par des personnes qu'on ne qualifierait pas ici, mais qu'on connaît nommément. La preuve, c'est que de ces crises, on sait exactement qui en est sorti le meilleur profiteur. On le sait. Maintenant, il nous faudrait sortir de cette émission en tirant les bonnes conclusions. Vous avez relevé avec intérêt comment est-ce que la présence de la Russie en Centrafrique a éloigné d'une certaine manière la France de ce pays-là. La France aux abois justement qui saisit toutes les perches qu'elle peut pour revenir en force, mais rien n'y fait que nini. Les forces Spoutnik sont bel et bien là et c'est peut-être là le salut de la Centrafrique et partant de l'Afrique. On sort avec vous, Abdul Kadir Ngora. Que retenir justement de cette émission? Après toutes les analyses, ou plutôt tous les faits qui ont été exposés, est-ce que cette nouvelle, ce redéploiement, ce rééquilibrage des forces, des puissances, ne devrait-il pas être notre bouée de sauvetage pour nous débarrasser définitivement de l'influence française? Effectivement, pour s'en débarrasser, il faut l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante, l'émergence d'une nouvelle classe de leaders, comme ce qu'on voit du côté de la République centrafricaine avec Archange Touadéra, et des hommes qui ont plus ou moins la même dimension que ce chef de l'État-là. Ce n'est que par ces éléments qu'on peut s'affranchir de ce joug colonial-là pour sortir véritablement de ces carcans de la domination. On l'a souvent répété ici, la domination se résume à 3 éléments, puisque si vous n'avez pas une maîtrise de la monnaie, si vous n'avez pas une maîtrise sur l'armée, si vous n'avez pas une maîtrise sur le champ, disons, dans vos relations internationales, il n'y a pas souveraineté pour un État. Donc ce sont ces 3 éléments qui rentrent dans le triangle de la souveraineté-là qu'il faudrait peut-être repenser, et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui du côté de la Centrafrique. On a vu de plus en plus avec la Russie qui amène l'armée centrafricaine à prendre du galon. On a vu également le terrain économique qui est de plus en plus maîtrisé par ce pays-là. Et il reste aujourd'hui peut-être la négociation avec les pays partenaires à l'extérieur d'égal à égal. Donc avec ces éléments, la République centrafricaine sortira de ce joug colonial-là. Et avec la République centrafricaine également, on peut espérer la libération de plusieurs pays africains aujourd'hui. Vous avez parlé de 14, je dirais 15 même peut-être, avec l'île Maurice aujourd'hui. Oui. Voilà qui est dit, qui est bien dit. Nous sommes à une époque charnière. Oui, les générations futures se construisent aujourd'hui.
Et il faudrait justement que les dirigeants, vous le faisiez remarquer encore, se laissent pousser une âme de patriote. Ils pensent d'abord à leur pays, à leur population, à leur peuple. Parce que c'est seulement à partir de là qu'ils pourront se libérer de la peur et des carcans qui, jusqu'aujourd'hui en brigade encore, ou alors rendent timides les soubresauts de révolution. Nous serons derrière eux, nous, jeunesse africaine, qui avons pris conscience de ce combat. Abdelkadir Ngoura, nous sortons définitivement de cette émission et nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre sujet tout aussi alléchant que celui d'aujourd'hui. Effectivement, avec le même plaisir, on va répondre à l'appel pour le combat panafricain. Il sera là, bien entraîné lui aussi. Et il continuera à faire ses classes pour vous servir, pour servir cette Afrique dont il est fier et qui sera fier de lui aussi. S'il fallait conclure cette émission sur un point, ce serait une note positive. L'Afrique se libérera par la rage. Oui, nous sommes en guerre, il faudra prendre les armes, mais aussi par la ruse. Et cette ruse-là se fera avec l'accord, ou plutôt en signant de nouveaux accords, avec des alliés qui nous spolieront peut-être, mais nous spolieront moins pour chasser ce dière et ainsi de suite. Il faudra aussi une concertation populaire. Il faudra que les Africains se mettent de concert, main dans la main. Oublions alors leurs intérêts particuliers et revenons à ce qui était à l'époque ce communautarisme qui pouvait faire bloc. On rappelle peut-être pour une précision historique que le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a posé les bases et les jalons du panafricanisme aujourd'hui, avant qu'il ne soit dévoyé et recomposé par Houphouët-Boigny, malheureusement, ce RDA là donc avait trouvé sa force en un parti communiste français, le PCF, qui était lui anticolonialiste et qui avait soutenu justement ce mouvement-là. Aujourd'hui, l'histoire nous parle. Nous avons besoin d'alliés puissants qui comptent sur la scène internationale. Et alors seulement, nous pourrions mieux nous organiser nous-mêmes et pouvoir chasser ceux qui nous oppriment réellement. La Centrafrique est un pays de 4,5 millions d'habitants et classé parmi les plus pauvres du monde. En fait, ce pays a basculé dans la violence et le chaos en 2013, après le renversement du régime de François Bozizé par la rébellion de la Séléka. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.